fait, justement, c'est un peu, on va dire que ça, c'est la première. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Cette partie-là, CQRS Event Sourcing, c'est une partie que je vais faire en plusieurs épisodes. C'est-à-dire, donc, il y a une conférence qu'on va faire aujourd'hui avec une première partie de l'implémentation. Mais après, donc, il y aura dans le prochain événement, on va faire la suite parce que c'est pas évident d'implémenter le tout aujourd'hui, c'est-à-dire de parler de tous les aspects de l'implémentation. Donc, aujourd'hui, donc, on va essayer donc, de s'introduire sur ces deux patterns. C'est quoi Event Sourcing d'abord? C'est quoi CQRS? Comment les implémenter en utilisant Axon Framework, qui est l'un des frameworks qui est une référence dans ce domaine. Alors, d'abord, Event Sourcing, c'est quoi? Donc, Event Sourcing, c'est un pattern d'architecture. Il faut juste rappeler que, en fait, dans les design patterns, il y a deux types de design patterns. Il y a ce qu'on appelle les design patterns, on va dire, tactiques et des design patterns d'architecture. En fait, dans les design patterns tactiques, donc, on reconnaît un peu en fait, les patterns GOF comme les patterns stratégie, décorateurs, etc., que vous connaissez. Mais après, donc, il y a des patterns d'architecture, justement, parmi lesquels on trouve Event Sourcing. C'est des patterns stratégiques, c'est-à-dire qui permettent de mettre en place une stratégie d'une architecture globalement. Alors, donc, l'objectif du pattern Event Sourcing, c'est quoi? C'est de capturer tous les changements de l'état dans une application sous forme de séquence d'événements. Alors, autrement dit, au lieu de se concentrer sur l'état actuel de l'application, c'est-à-dire on ne va pas garder que le dernier état de l'application, mais partant ce qu'on va faire, tous les événements qui permettent de modifier l'état de l'application, c'est-à-dire des événements, par exemple, de insert, update, delete, c'est des opérations de modification des données. Alors, toutes ces opérations-là, ils vont être enregistrées, ils vont être enregistrés sous forme de séquence sous forme d'une séquence d'événements. Donc, c'est-à-dire toutes les séquences des changements d'état vont être enregistrées sous forme d'événements. Bon, ce qu'on appelle ces métiers. Et autrement dit, au lieu de garder que le dernier état de l'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer tous les événements qui se sont produits dans l'application pour ramener l'application dans cet état. Alors là, vous allez retrouver beaucoup de tâches que vous allez utiliser. Alors, je vous donne juste un exemple avant d'avancer, parce que ça mérite. Merci, Ayman. Alors, donc, voyez donc l'idée, c'est quoi? Je prends l'exemple classique d'un compte bancaire. Alors, vous savez qu'un compte bancaire, il a un solde, c'est-à-dire l'état qui nous intéresse dans le compte bancaire, c'est le solde. Par exemple, vous avez le solde égal à un moment donné 8 000, mais dans votre application, au lieu d'enregistrer que les de votre solde, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va enregistrer toutes les opérations qui permettent de ramener ramener l'état de votre application dans l'état où il est. Alors, autrement dit, par exemple, vous avez à un moment donné un solde initial égal à 8 000, et après, vous avez des opérations. Il y a une opération un débit, par exemple, une opération sur le compte à une date donnée, il y a le débit. C'est un événement, c'est une opération pour débiter un montant. Et voilà, on va débiter 1 200, après on va créditer le compte de 6 000, on va encore créditer de 12 000. Et vous voyez donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enregistrer toutes les opérations qui permettent de ramener, c'est-à-dire de déterminer l'état de l'application. C'est-à-dire tout l'historique des opérations qui se sont produites dans l'application et qui permettent de reconstruire l'état de l'application. Donc, si vous avez des qui sont enregistrés, à n'importe quelle date, vous pouvez savoir, par exemple, l'état de l'application à n'importe quelle date. Donc, il suffit donc de regarder les opérations et vous pouvez donc faire l'agrégation et vous pouvez retrouver donc l'état de l'application. Le compte courant, par exemple, est égal à 17 500 ou bien 17 600. Il suffit donc de construire l'état de l'application à partir de cet historique des opérations. Alors, ça c'est l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est d'abord, c'est que vous pouvez, donc vous avez l'état final de l'application, parce que je sais, je connais le solde de l'application, mais non seulement ça, c'est que je connais l'historique, c'est-à-dire je connais tous les événements qui se sont produits dans le compte et qui ont permis d'atteindre cet état. Donc, on a quelque chose, un historique qui nous permet donc
de retrouver l'état de l'application. Et tout cela, ça vous permet de dire, par exemple, supposons que je voudrais savoir quel était l'état de mon compte à la date telle, quel était l'état de mon compte à la date telle. Donc, c'est-à-dire, vous connaissez l'état actuel, mais vous pouvez connaître à n'importe quel moment donné l'état de l'application à un instant donné. Alors, donc, généralement, à partir de cette séquence d'événements, on va pouvoir agréger, on va pouvoir recréer l'état de l'application courante. Alors, tout changement d'état de l'application a une cause unique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est changé dans votre base de données, si à chaque fois que vous changez une information, la insert ou la delete, par exemple, si c'est une base de données relationnelle, à chaque fois une modification dans votre base de données, il faudrait enregistrer l'événement qui a produit ce changement. Donc, vous avez modifié quelque chose dans la base, mais quelque part dans une base de données, vous allez enregistrer donc l'événement qui a produit ce changement. Alors, ça, c'est le principe de base. Alors, bien sûr, ici, ça, c'est l'idée de base, mais pour vous donner plus tout cela, ça mérite des exemples et une implémentation. Alors, quels sont les avantages? Alors, vous allez retrouver beaucoup d'avantages. D'abord, vous avez, du moment que vous enregistrez tous les événements qui se sont produits dans l'application et qui permettent de modifier l'état de l'application, ça veut dire que vous avez une base, un event stock dans lequel vous pouvez utiliser pour créer une base d'audit. C'est-à-dire, vous voulez faire de l'audit, ce qui s'est passé dans l'application depuis des années, depuis des mois, etc. Donc, vous retrouvez avec ces événements, vous pouvez reconstruire, vous pouvez remonter dans l'histoire de votre application, dans l'état de l'application, ça c'est important. Analyse IDBug, quand il y a un problème, par exemple, dans votre application, ces événements, à cette base d'événements qui sont enregistrés, on va retrouver facilement l'origine des bugs en production. Alors, quand il y a et Dieu sait que, en fait, les gens c'est-à-dire, c'est quand vous êtes en production, vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est que parfois, il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Et ces choses qui n'ont pas été prévues, parfois, pour retrouver l'origine de l'erreur, c'est très compliqué. Alors, si vous êtes dans une architecture qui est basée sur event sourcing, du moment que tous les événements sont catalogués dans un event store, tout simplement, on peut retrouver facilement l'origine de l'erreur, par exemple. Il y a un autre avantage qui est très important, c'est la reprise des données. Alors, en cas de panne, supposons que vous avez perdu la base de lecture, c'est-à-dire vous avez perdu des données, il y a une panne, etc. Et si vous avez conservé le event store, c'est-à-dire là où vous avez enregistré l'événement, on pourrait rejouer tous les événements. C'est-à-dire qu'il suffit de rejouer tous ces événements-là et on va reconstruire l'état de l'application. C'est-à-dire vous allez reconstruire la base de données de lecture sans problème. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose également d'important. Et l'autre avantage, c'est bien sûr, c'est les performances. C'est ce qu'on cherche. C'est du moment qu'on va utiliser un bus d'événements, on va utiliser un broker pour publier des événements. Et quand on publie des événements sur un broker, donc c'est de la communication asynchrone. Et généralement, quand vous utilisez de la communication asynchrone, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans un niveau de performance qui est très élevé. Et c'est des systèmes qui sont scalables horizontalement, c'est-à-dire ils assurent bien la scalabilité horizontale. Donc, dès qu'il y a une montée en charge, on ne va pas avoir des problèmes de performance. Vous avez la garantie, c'est-à-dire de la scalabilité. Mais également, c'est en fait, à partir des événements, du moment que tous les événements sont publiés dans un event store, ils sont publiés dans un événement, dans un bus d'événements. Donc, ça veut dire, maintenant, si votre client vous demande, je veux une base de données dans laquelle je vais stocker toutes les données de l'application en format relationnel, je veux une base de données relationnelle, il n'y a pas de problème. Le microservice, il va écouter les événements de l'application et après, dès qu'il y a des événements, il les capte et il construit les données de l'application. Quand il y a un événement de type insert, il ajoute des données. Quand il y a un événement de type update, il va faire la mise à jour, etc. Et du coup, donc, vous dites au client, tiens, donc, avec ça, je peux faire la projection, je peux projeter les données de l'application dans d'autres bases de données et pas uniquement relationnelles. Alors, s'il vous dit, je veux créer un moteur de recherche dans l'application, donc, utiliser Elasticsearch, il n'y a pas de problème. Je crée un handler qui écoute tous ces événements, il construit donc une base de données par exemple, Elasticsearch pour faire un moteur de recherche, etc. Vous voulez construire une base de données de type Mongo, une base de données non SQL, vous créez un handler et vous projetez les données dans une base de données que vous voulez.
et après, vous pouvez adapter les projections, c'est-à-dire pour les applications, par exemple, pour votre application, pour telle application web ou bien pour telle application mobile. Donc, on peut construire des projections qui sont adaptées à la nature de l'application. Et c'est là où les microservices vont ici profiter de ça. C'est que le microservice, lui, il connaît bien les données dont il a besoin. Donc, c'est-à-dire il a sa propre base de données, mais il connaît également qu'il a besoin des données de d'autres microservices. Alors, le fait qu'il a besoin des autres microservices, au lieu de faire des communications REST, pour à chaque fois aller pour chercher les données, eh ben, il n'a qu'à écouter le broker, c'est-à-dire le bus d'événements. Dès qu'il y a une donnée qui arrive, c'est-à-dire il y a un événement qui permet au service B, par exemple, de modifier ou bien d'ajouter des données, il capte l'événement et il projette ces données-là dans sa propre base de données. Ben, il dit que donc la prochaine fois quand le microservice va faire le traitement, il n'aura plus besoin de communiquer avec les autres microservices. Ben, il n'a qu'à récupérer, il va utiliser que sa base de données. C'est-à-dire c'est une projection dans laquelle il trouve ces données, mais également il trouve la partie des données dont il a besoin c'est-à-dire pour ces traitements métiers. Alors ça va encore, ça va faire quelque chose pour l'architecture microservice. Alors ça, si en fait si vous voulez quelques avantages. Alors maintenant, si vous voulez l'architecture, comment fonctionne le pattern event sourcing? Alors le pattern event sourcing, pour le définir, donc d'abord, on aura un peu plutôt quelques terminologies de event sourcing. Alors, dans une application qui utilise event sourcing, vous avez d'abord ce qu'on appelle des commandes. Alors, c'est quoi une commande? Une commande, c'est une sollicitation externe sur le système. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Par exemple, une requête HTTP, c'est-à-dire la partie UI, la partie, par exemple, front-end qui envoie une requête HTTP vers l'application. Ça, c'est ce qu'on appelle une commande. Alors, généralement, une commande, elle est autodescriptive, c'est-à-dire dans la commande, on trouve le nom de la commande, on trouve les données, les paramètres, c'est-à-dire les données de la requête et tout ce qui concerne la commande. Généralement, exemple de commande, c'est la UI, par exemple. Vous pouvez dire qu'une requête HTTP post ou bien put ou bien delete, toutes les données qui viennent de la construire dans une commande. Alors, quand il y a une sollicitation externe dans l'application se fond d'une commande, ben, ça va déclencher, l'application va déclencher ce qu'on appelle une fonction de décision. Alors, en fait, la fonction de décision, c'est généralement, il est implémenté dans ce qu'on appelle un command handler. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous avez une commande dispatchée dans l'application, on va voir par exemple avec le framework, dès qu'il y a une requête HTTP qui arrive, on va dispatcher une commande et quelque part, vous avez un écouteur des commandes, un command handler, dans lequel on va implémenter la logique métier. En fait, la fonction de décision, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la logique métier qu'il faut exécuter suite à une commande. Quand vous dites, quand je reçois telle commande, voilà le traitement métier qu'il faut effectuer. Alors, généralement, quand ici, donc, donc la logique métier, elle est implémentée dans ce qu'on appelle des command handlers. Et bien sûr, elle est déclenchée par la commande. Et généralement, dans la fonction de décision, on va partir de l'état actuel de l'application, le state actuel. Souvent, vous avez besoin de connaître l'état de l'application. Par exemple, si c'est un compte bancaire, vous avez besoin, par exemple, si c'est une opération de retrait d'un montant d'un compte, donc vous aurez besoin d'abord de actuel. Donc ça, on va voir, on va le faire via ce qu'on appelle un agrégat. On récupère donc le state actuel de l'application parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le solde. Et après, pour effectuer, et après, je vois une commande, par exemple, une commande de retrait d'un montant. Et après, il faut tester, c'est-à-dire le solde est suffisant, est-ce qu'il faut, donc, il faut que le compte n'est pas bloqué, etc. Donc, on a besoin de consulter l'état actuel de l'application. Donc, à partir de l'état actuel de l'application, et vous avez une commande, qu'est-ce qu'il va faire? On va tout simplement générer une liste d'événements. Alors, c'est des événements qui permettent de changer l'état de l'application. Par exemple, un événement qui permet donc de modifier l'état du compte et un événement, par exemple, qu'il faudrait émettre. Donc, c'est-à-dire la fonction une fois qu'il fait les traitements métiers, il va dispatcher des événements sur le bus d'événements. Et ces événements-là, ils vont être enregistrés du moment que le traitement métier est fait. Tous les événements. Déjà, il faut juste noter une chose, c'est que la commande généralement, elle est utilisée dans le fait, c'est pour faire des opérations qui changent l'état de l'application. C'est-à-dire une commande,
c'est pour faire soit un insert ou la update ou bien delete. C'est-à-dire c'est des opérations, c'est une commande à un sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est modifier l'état de l'application. Alors donc, une fois que la commande est exécutée, c'est-à-dire le traitement métier est exécuté, on va générer une liste d'événements. Aussi, cette liste d'événements, ils vont être enregistrés dans une base de données qui s'appelle Event Store. Alors en fait, Event Store, c'est justement cette base-là dans laquelle on va cataloguer, on va enregistrer tous les événements qui sont générés, les événements qui ont modifié l'état de l'application. C'est-à-dire tous les événements qui consistent à changer l'état de l'application, qui ont changé, les événements qui sont générés suite au changement de l'état de l'application, ben, ils vont être enregistrés dans ce Event Store. Alors, par exemple, dans le cas d'un compte bancaire, parce que c'est l'exemple que nous allons implémenter tout à l'heure, donc dans les Event Store, vous allez trouver généralement une seule table. Dans l'Event Store, c'est une base de données qui contient une seule table. Dans cette table, on va voir tout à l'heure, on va retrouver un numéro, on va trouver l'ID sur l'objet sur lequel on fait l'opération. On va retrouver le type d'événement, par exemple, c'est un débit ou bien c'est un crédit. Ça peut être, par exemple, la création d'un compte, événement. Et après chaque événement, il y a ce qu'on appelle le payload. Le payload, c'est les parties de l'événement. Et il y a la date de l'événement, il y a pas mal de choses qui vont se produire. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez en quelque sorte ici une table que je vais vous montrer tout à l'heure dans laquelle on va cataloguer tous les événements qui ont été générés suite au changement de l'état de l'application. Alors maintenant, une fois que ces événements-là sont dispatchés et sont enregistrés dans le store, eh bien, c'est à ce niveau-là que cet événement-là, il va être capté, l'événement, au niveau de l'application, il va être capté par ce qu'on appelle une fonction de l'évolution. En fait, une fonction de l'évolution, ou bien, la fonction d'évolution, c'est quoi? C'est une fonction qui va être implémentée dans ce qu'on appelle un event sourcing handler. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un écouteur qui permet d'écouter un événement. Quelque part, dans votre application, vous allez dire, dès qu'il y a un événement par exemple, qui permet de débiter un compte, ben cet événement, je vais le capter au niveau de l'application. Et après, je vais par exemple loguer un événement, etc. Mais également, je peux décider à partir d'un événement ici, dans cet événement-là, on peut décider, par exemple, un autre événement ou encore émettre une action. Alors justement, quand il y a par exemple un traitement métier qui se fait en plusieurs étapes, parce que souvent quand vous envoyez une commande, vous faites un traitement métier. Ce traitement métier, il va s'enregistrer et après, il va déclencher un événement. À partir de cet événement-là, on va consulter l'état de l'application et après, on va émettre une action. Alors, c'est quoi une action en fait? Une action, c'est comme une commande interne à l'application. C'est-à-dire, c'est comme si à nouveau, vous allez dispatcher une commande qui va par exemple être dispatchée. Et encore, ça, c'est une première boucle. C'est-à-dire, vous recevez une commande, vous faites un traitement. Une fois que vous faites le traitement, vous allez émettre un événement. Et cet événement-là, il va être reçu par la fonction d'évolution. Cette fonction d'évolution, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est ce que je n'ai pas dit, c'est que la fonction d'évolution, il va permettre, la fonction principale, c'est de muter l'état de l'application. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'une fois que les événements sont catalogués dans Event Store, maintenant, c'est l'occasion de muter l'état de l'application. Par exemple, la fonction d'évolution, c'est là où je vais mettre à jour le solde des comptes. Là, j'ai émis un événement qui permet de faire un versement dans un compte. Mais après, une fois que cet événement-là il est enregistré, il va tout simplement, il est dispatché vers l'application et il va modifier l'état du compte. Donc, il va changer le solde, par exemple, de l'agrégat, c'est-à-dire du compte qui est concerné par la commande. Une fois qu'on a muté l'état de l'application, s'il n'y a pas de traitement métier qui se fait, généralement, dans la fonction d'évolution, c'est juste, je reçois un événement, je fais un log, et maintenant, le compte X a été débité de 5000 dirhams, et bien, tout simplement, je vais changer l'état du solde. Le solde égale le solde actuel moins 5000. C'est-à-dire, je change l'état
de l'application. Et après, une fois que je change l'état de l'application, normalement, c'est ça la fonction principale. Mais si le métier se fait en plusieurs étapes, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, ici, on va encore une nouvelle commande. C'est-à-dire une action, c'est une commande interne qui va encore déclencher mon métier, qui va encore émettre des événements, ils vont être enregistrés, ils vont être si l'opération est complète, c'est-à-dire si toute l'opération métier est complète, donc ça y est, c'est terminé. Sinon, on va encore émettre des actions. Ici, donc, on peut rentrer dans une boucle d'actions. Notamment, ça, c'est juste des cas particuliers dans lesquels la fonction, on va dire, métier, peut se traiter en plusieurs étapes. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, quand vous avez, par exemple, une commande, par exemple, qui a été passée par l'utilisateur, il y a un achat qui a été effectué, c'est un événement d'achat d'un produit, et après, vous allez livrer le client. Vous savez que pour livrer un client, il faut également, il faut s'assurer d'abord que le paiement a été bien effectué, il faut s'assurer encore d'autres choses. Donc, ça veut dire que vous allez émettre qui permet donc de déclencher d'autres traitements pour pouvoir livrer, par exemple, le produit au client. Et bien sûr, tout ça, c'est quelque chose, c'est des opérations qui se fait dans une boucle, mais d'une manière transactionnelle. C'est-à-dire que cela se déroule au sein d'une même transaction. Alors ici, donc, vous voyez, si vous voulez, la fonction donc d'une action. Une action, donc, c'est une commande qui s'est produite c'est-à-dire commande produite par l'application. C'est une commande interne, vous pouvez dire ça. Alors, c'est comme si vous dites le système décide d'agir sur lui-même. Alors, donc, dès que je fais quelque chose qui s'est produit, j'agis sur le système lui-même pour faire autre chose. Tout ça se fait d'une manière asynchrone. Alors, après, par la suite, une fois qu'on est dans un état stable, c'est-à-dire, ça y est, le traitement a été effectué, l'événement par exemple, d'un virement a été enregistré et que l'état de l'application a été muté, il y a la fonction d'évolution. Et après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui reste? Les effets de bord. Alors, c'est-à-dire, c'est une fois qu'on est dans un état stable, ben, on va publier les événements avec d'autres applications partenaires. Du moment qu'on utilise un broker pour dispatcher les événements, bon, le problème ne se pose pas. Une fois qu'on est dans un état stable, une fois que toute l'opération s'est exécutée correctement, on va émettre des événements vers les applications partenaires. Mais généralement, ça, on le fait uniquement quand on est sûr qu'on est dans un état stable. C'est pour ne pas polluer les applications des partenaires. Parce que parfois, vous êtes en train de faire des opérations dans une transaction, vous commencez à envoyer, etc. Alors que vous avancez dans votre application, vous trouvez qu'il y a une exception, mais on va pas polluer c'est-à-dire les partenaires tant qu'on n'est pas sûr que l'état de l'application est stable. Dès qu'on est sûr qu'on a muté l'état de l'application et qu'on est dans un état stable, c'est à ce moment-là qu'on va donc dispatcher donc les événements vers les applications partenaires. Alors ça c'est globalement l'architecture globale du pattern event sourcing. Alors ça c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, on va essayer donc de voir. Donc ça c'est event sourcing. Donc, je répète, l'objectif principal de event sourcing, c'est tout simplement, au lieu d'enregistrer le dernier état de l'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer dans un event store tous les événements qui ont été générés, tous les événements qui permettent d'arriver à l'état actuel de l'application. C'est-à-dire tous les événements qui ont été générés et qui ont produit le changement de l'état de l'application. Et à partir de ces événements-là, on peut reconstruire l'application. On pourra rejouer, bien sûr, les événements pour reconstruire les données. On pourra faire pas mal de choses. Alors, juste ici, donc, ça, c'est le fonctionnement de event sourcing. Alors, à ce niveau-là, donc, il faut juste faire attention parce qu'en fait, il y a l'event sourcing, il y a command sourcing. Sourcing, c'est-à-dire ici, on enregistre dans l'event store que les événements. C'est quoi l'événement? D'ailleurs, l'événement, c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. C'est-à-dire, un événement, par exemple, le solde a été débité.
souvent les événements, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Alors, donc, quand vous enregistrez les événements, donc souvent c'est event sourcing, et parfois il y a des applications dans lesquelles on enregistre carrément de la commande. Au lieu d'enregistrer les événements, on enregistre les commandes. Alors, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle command sourcing. Donc, command sourcing, c'est au lieu d'enregistrer les événements dans l'event store, on va plutôt avoir un command store. Donc, ça, bien sûr, ici, quand vous rejouez les événements, c'est quoi la différence? C'est si vous rejouez les commandes, et bien, tout simplement, vous allez rejouer pratiquement les fonctions de décision. Donc, à chaque fois que vous rejouez une commande, la fonction de décision va s'exécuter et il refait tout le travail. Et après, elle va s'exécuter. Mais quand vous rejouez que les événements, bien, quand on rejoue que les événements, bien, on n'aura pas à réexécuter les traitements métiers. Parce que sinon, vous allez polluer, à chaque fois que vous rejouez les commandes, vous allez polluer les partenaires si vous envoyez un mail, par exemple, à chaque fois que vous allez rejouer les commandes, ben, vous envoyez des emails, mais les applications partenaires n'ont pas besoin de recevoir le même email plusieurs fois. Donc, mais par contre, ici, quand vous utilisez Event Store, il n'y a que la fonction d'évolution qui va s'exécuter. C'est-à-dire, on va juste les évaluer et on reconstruit l'état de l'application. On va muter l'état de l'application, on le mute jusqu'à ce qu'on arrive à l'état actuel. C'est pour cela qu'avec Event Store, on peut, c'est-à-dire reconstruire l'état de l'application. On peut la reconstruire dans différentes projections, si vous voulez. Alors maintenant, il est temps de parler de deuxième des implantables, parce qu'en fait, Event Sourcing et CQRS, donc on va les utiliser les deux en même temps, dans la même architecture. Ils sont d'ailleurs liés souvent, parce que CQRS lui-même, il suppose que vous utilisez Event Sourcing, mais il faut savoir c'est quoi la différence. CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Alors, c'est un pattern qui permet tout simplement de séparer la partie d'écriture de l'application et la partie de lecture. C'est très simple. C'est comme si vous voulez, dans votre application, vous avez deux bases. Il y a une base d'écriture, c'est-à-dire dans votre application, vous avez deux bases de données. Et je vais écrire toutes les opérations de insert, update, delete, ils vont s'enregistrer dans une base d'écriture. Mais tout ce qui est les opérations de lecture, select par exemple, on ne va pas lire à partir de la base d'écriture, mais on va lire les données à partir d'une autre base de lecture. C'est-à-dire vous allez avoir la base d'écriture et la base de lecture. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir la terminologie, quelques terminologies qu'il faut connaître. D'abord, c'est quoi une commande? Donc, on a déterminé tout à l'heure. C'est une intention. Bon, si vous voulez, donc je reprends un peu ce qui se passe dans l'architecture. Vous avez la partie UI, par exemple, l'application. Et après, vous avez votre application qui se compose de deux parties. Donc, il y a la partie écriture et la partie lecture. Donc, il y a la partie écriture et la partie lecture. Alors, quand l'utilisateur commande, alors c'est quoi une commande? C'est une requête et c'est une intention externe de modification de l'état de l'application. C'est-à-dire, souvent, c'est des opérations de type insert, update, delete. Alors, généralement, quand une commande est émise par une application externe, c'est une sollicitation externe, bon, la commande, il va arriver vers plutôt le REST API, c'est-à-dire une web API qui reçoit cette commande. Une fois qu'il reçoit la requête HTTP, par exemple, post, put, delete, il va dispatcher une commande. Vous voyez, donc, une commande, tout simplement, c'est un objet qui contient des informations sur la requête. Alors, s'il s'agit, par exemple, d'une opération de versement, vous aurez une commande qui s'appelle versement, dans laquelle on va mettre les données, le numéro de compte, et on va mettre le montant de l'opération. Alors, cette commande-là, elle va être dispatchée dans un bus, ce qu'on appelle commande bus. Alors, le bus de commande. En fait, le bus de commande, c'est là où vous aurez besoin de… Quand vous dites un bus, c'est-à-dire c'est un broker. C'est-à-dire c'est là où, finalement, vous utilisez… Il y a un broker derrière.
Et après, quand on va utiliser Axon, parce que Axon Framework, lui, il va mettre en place tout ça. Donc, la commande, elle va être dispatchée dans un bus. C'est un bus. Cette commande-là, elle va être reçue par ce qu'on appelle un command handler. Alors, command handler, c'est quoi? C'est un écouteur. Si vous voulez, un command handler, c'est quoi? C'est un listener qui va écouter il va dire, dès que j'écoute, s'il y a une commande de type, par exemple, retrait, ben, il va déclencher des traitements. Qu'est-ce qu'il va faire, donc, la commande? Il va tout simplement, généralement, chaque commande consiste c'est-à-dire à utiliser ce qu'on appelle un agrégat. Alors, l'agrégat, c'est ce que nous allons voir, parce qu'en fait, si vous voulez, l'event sourcing et le pattern CQRS, il est lié à l'approche DDD, Domain Driven Design. Et pour les gens qui n'ont pas l'occasion de le voir, dans le domaine Driven Design, il y a un concept qui s'appelle l'agrégat. En fait, l'agrégat, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'objet sur lequel va s'exécuter la commande. Par exemple, dans notre cas, l'agrégat, ça va être le compte. Alors, le compte, c'est l'objet sur lequel on va effectuer un versement ou bien un retrait ou bien un virement. Donc, ici, dans l'agrégat, généralement, on va implémenter la logique métier. Donc, ça, c'est ici qu'on va implémenter la logique métier. Donc, on va traiter la commande. Donc, command handler, il va traiter la commande, c'est-à-dire il va exécuter cette commande-là, c'est la logique métier. Et après, une fois que la logique métier s'est exécutée dans le command handler, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser event store repository pour enregistrer cet événement. Donc, il va enregistrer, si vous voulez, il va enregistrer dans le event store, si vous voulez. Bon, ça, c'est pas encore, parce qu'en fait, command handler, il y a l'ordre ici, c'est-à-dire, une fois que la commande plutôt a été traitée, il va émettre des événements, parce qu'en fait, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est event sourcing. Il va émettre un événement sur un bus d'événements, event pass. Et dans votre application, vous avez un event sourcing handler, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va écouter ces événements-là. Dès que j'ai effectué le traitement, j'émets un événement. Cet événement-là, il va être écouté par event handler. Et l'event handler, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons dit event sourcing handler, qu'est-ce qu'il fait? Il va muter l'état de l'application, c'est-à-dire il va modifier l'état de l'agrégat. Donc, c'est ce qu'il va faire. Une fois qu'il va muter l'état de l'application, bien sûr, donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr les command handler, il va enregistrer l'événement dans l'event store. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est correct, c'est-à-dire en réalité, c'est que command handler, il va d'abord effectuer le traitement. Une fois qu'il exécute il va persister l'événement dans l'event store, il va insérer l'événement dans l'event store. Et après, il va dispatcher l'événement dans un event bus qui va être capté par le event sourcing handler. Il va récupérer cet événement et maintenant, on va muter l'état de l'application. Alors, pour muter l'état de l'application, l'agrégat, dans notre cas, c'est un objet qui contient un solde. Et après, tout simplement, on va modifier le solde de l'application parce que je viens d'enregistrer un événement de type versement, bien débit ou bien crédit, par exemple. Donc, une fois que l'événement jusque-là, c'est event sourcing. C'est-à-dire ici, vous envoyez une commande, c'est ce que je vous ai expliqué. Finalement, va être exécuté. Il y a un traitement métier qui se fait, une logique métier qui va s'exécuter. Finalement, nous avons l'événement, il est enregistré dans l'event store. Alors maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la base d'écriture. Le event store, c'est là où on écrit les données. Généralement, le event store, bon, ici, on va choisir une base de données comme vous voulez. Ça peut être une base de données PostgreSQL ou MySQL. Encore, vous pouvez utiliser un SGBD non SQL comme MongoDB, Cassandra ou je ne sais pas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que le event store, finalement, c'est comme si vous avez une seule table dans laquelle vous allez cataloguer, vous allez enregistrer tous les événements qui s'est produit dans l'application et qui ont l'intention de modifier l'état de l'application. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la base de lecture. C'est-à-dire ici, on écrit sur cette base de données, mais quand je veux consulter des données, je ne vais pas consulter les données à partir de cette base. Mais il faut la consulter à partir d'une autre base de données de lecture. Comment on va faire? Eh bien, ici, du moment que l'événement qui a été enregistré dans le Event Store est dispatché dans le bus d'événements, alors dans l'application, dans la partie
dans la partie read side, c'est-à-dire la partie de lecture, on va avoir encore un autre event handler qui va écouter ce bus, qui va écouter ces événements. Dès qu'il y a un événement qui est publié, par exemple, ici, il y a un événement de création d'un compte. Ici, donc, j'ai un événement ici enregistré. Il s'agit de créer un compte avec un numéro de compte égal à tel. Alors, cet événement, il est dispatché. Ici, qu'est-ce qu'il va faire le event handler? Alors, vous avez ici un qui va écouter ça. Il va tout simplement utiliser un repository. Maintenant, ici, posons vous utilisez MongoDB ou bien PostgreSQL. Et là, vous voulez utiliser une base de données relationnelle. Par exemple, ici, vous utilisez Spring Data, par exemple. Vous récupérez l'événement et vous allez prendre ces données de l'événement, c'est-à-dire du compte, parce qu'en fait, l'événement, il contient les informations sur c'est-à-dire sur l'opération qui a été exécutée. C'est-à-dire, il prend les données de l'événement et après, il va insérer les données d'un compte dans une table qui s'appelle compte, tout simplement. Alors que ici, donc, vous n'avez pas de table. Et finalement, la table qui permet de gérer les comptes, elle est là. C'est ici que je vais insérer un enregistrement dans la table compte. Vous voyez, ici, j'enregistre l'événement qui a été produit dans l'application qui consiste à créer un compte. Mais par contre, la création du compte lui-même se fait dans la partie, dans cet event handler qui va insérer un enregistrement dans la table compte. Et quand il y a par exemple une opération de retrait, un DB par exemple, il récupère l'événement, qu'est-ce qu'il fait? Il va du solde, c'est-à-dire il va changer l'état du solde. Donc, c'est-à-dire finalement, si je persiste tous les événements qui ont l'intention de changer l'état de l'application, mais par contre, de ce côté-là, j'ai un event handler. Dès qu'il y a un événement qui se produit là, et je modifie la base de données. Et du coup, donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une base event store avec les événements, et vous avez une base de données de lecture. Et là, maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Si votre client vous demande, je veux utiliser une base de données Oracle ou bien Postgre, ou bien une base de données non SQL, ou encore vous voulez utiliser plusieurs bases de données différentes qui contiennent les mêmes manières différentes, ben, tout simplement, vous créez tout simplement les différents event handlers. À chaque microservice, par exemple, vous créez un event handler, il écoute les événements, dès qu'il arrive, il utilise son repository, il stocke les données. Donc, vous avez quelque chose ici qui va synchroniser, soi-disant, toutes les données, les événements de modification de l'état de l'application qui sont enregistrés dans le... Et ils sont synchronisés avec la partie lecture et ce event handler va mettre à jour l'état de l'application ici. Alors, finalement, nous, ce qui nous intéresse dans la partie consultation, quand il y a une requête qui consiste à consulter les données, vous avez un client, par exemple, vous avez un client qui envoie une requête de type select, par exemple, le get, pour consulter. Vous aurez également une partie de l'application dans laquelle on sépare la partie écriture. Toutes les opérations de save, update, c'est ici. Et toutes les opérations de select, vous aurez également un autre web service REST. Lui, il ne fait que la partie consultation. Alors, quand il y a une commande, une requête qui arrive vers cette partie, cette requête-là, elle va dispatcher un query, une requête, dans également ce qu'on appelle un query bus, un bus de requête. Et après, ici, donc, vous avez également un query handler, c'est-à-dire c'est un écouteur qui écoute s'il y a une requête qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il utilise le repository de l'application. Par exemple, vous utilisez Spring Data. Il fait à partir des données là. Vous voyez, donc, j'ai les données, ils sont là. Et on va récupérer les données et on va les retourner vers l'application. Ici, on va récupérer les données et après, on va retourner les données vers l'application. Vous voyez, donc ici, vous avez deux flux. Il y a le flux d'écriture. Vous avez un bus d'écriture dans lequel on écrit sur une base de données d'écriture, c'est le event store. Et il y a le flux de lecture. Alors, c'est quoi maintenant les avantages? Alors, les avantages, c'est que d'abord, on peut agréger facilement les données de plusieurs microservices. C'est-à-dire, du moment que vous avez un event bus, n'importe quel microservice que vous démarrez dans n'importe quelle machine, il va juste vous créer un event handler qui écoute les événements. Dès qu'il y a un événement qui se produit, il le capte, il peut mettre à jour sa base de données. Il peut mettre à jour la base de données. Ben, il dit que donc, si le microservice a besoin des données par exemple, le service facturation, il sait qu'il a besoin
par exemple, des informations sur le client. Alors, dès que le service client modifie, par exemple, dès qu'on modifie le nom d'un client, par exemple, dans le service client, ben, on va émettre un événement, le service facturation va le recevoir, et après lui-même, il va mettre à jour le nom du client dans la partie facturation. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a une duplication des données. C'est-à-dire, cette fois-ci, chaque microservice, les données peuvent être, c'est ce qu'on dit là, on peut agréger facilement les données de plusieurs microservices. C'est-à-dire, on peut collecter plusieurs données de plusieurs microservices et on peut les agréger dans une unique base de données. C'est-à-dire, collecter les données et avec ça, vous pouvez construire la base de données du client. Si vous lui dites, par exemple, l'équipe data, s'il vous demande, s'il vous réclame là, une base de données qui contient toutes les données, ben, il suffit de créer un microservice avec un event handler qui écoute les événements. Et dès qu'il y a tout ce qui se passe dans les microservices, vous captez les événements et vous stockez les données. S'il y a quelque chose insert, vous insérez. S'il y a quelque chose d'update, vous mettez update. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Et après, il y a une autre chose qui est très importante. C'est la mise à l'échelle, c'est-à-dire la scalabilité. Alors, vous savez que dans une application générale, d'après l'expérience, c'est que il y a 80% d'opérations de lecture qui sont, c'est-à-dire l'application, elle est plus sollicitée en lecture qu'en écriture. C'est-à-dire 90% des opérations qui arrivent vers votre application, c'est des opérations de lecture, c'est-à-dire des selects. Alors qu'il y a uniquement 10% des opérations dans votre application qui sont des opérations d'écriture, c'est-à-dire soit insert, soit update, soit delete. Alors, ce qui fait que si vous ne séparez pas les deux parties, c'est-à-dire la partie écriture, c'est un service à part, la partie lecture, c'est un service à part. Si vous les mettez dans un même service, alors quand il y a un problème de montée en charge, si vous voulez faire la scalabilité, vous allez dupliquer tout le service en plusieurs instances, y compris sa partie écriture et sa partie lecture. Mais en réalité, souvent, la partie écriture ne subit pas beaucoup de charges. C'est-à-dire que quand il y a un problème de montée en charge, on va scaler que la partie lecture. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette partie-là que je vais déployer en plusieurs instances. Et du coup, donc, quand il y a un problème de montée en charge, des consultations qui sont très importantes de l'application, il suffit de scaler que la partie lecture et la partie écriture, vous n'êtes pas obligé de la scaler. En termes de scalabilité, c'est très important. Ici, on n'est pas obligé donc, de ne pas les séparer. Donc, et là, ça va être encore plus simple de gagner en termes de performance. En termes de performance, la partie lecture, on peut la scaler indépendamment de la partie écriture. Donc, ça, c'est un avantage qui est important. L'autre avantage qui est important, c'est notamment la partie écriture. Alors, vous savez, dans la partie écriture, il y a généralement des règles métiers qui nécessitent d'utiliser des transactions parce que c'est là, dans l'écriture, on a besoin d'utiliser des transactions, on a besoin de faire beaucoup de vérifications, de sécuriser cette partie-là d'une manière un peu différente de la partie lecture. Si les opérations doivent être transactionnelles, vous allez traiter beaucoup, la logique métier, elle est traitée d'une manière avec beaucoup de soin parce que la modification des données, c'est des opérations qui sont on va dire, dangereuses. Donc, ils sont traités d'une manière différente. Mais par contre, les opérations de lecture, non. Les opérations de lecture, généralement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser, on n'a pas besoin qu'ils soient transactionnels. On n'a pas besoin, donc vous voyez, donc si vous les séparez, vous pouvez dire que la partie écriture, je voudrais qu'elle soit transactionnelle, mais les opérations de lecture, je ne voudrais pas qu'elles soient transactionnelles. Mais alors que si vous les mélangez dans le même service, que ce soit les opérations de lecture et écriture, souvent vous les mettez dans une transaction. Donc, souvent, ça peut également pénaliser l'application. Alors, bien sûr, il y a toujours des solutions, même si vous les mettez ensemble, vous pouvez toujours spécifier un moment que vous voulez qu'il soit transactionnel et quelle méthode que vous ne voulez pas mettre en mode transactionnel. Mais le fait de les facilite également le travail. Alors, le deuxième avantage, l'autre avantage, c'est que la liberté de choisir le type de système de gestion de base de données. Alors, par exemple, pour la partie écriture, je peux choisir, par exemple, PostgreSQL. Pour EventStore, ici, je peux choisir Oracle, je peux choisir ce que vous voulez, parce que de toute façon, ici, la plus importante dans laquelle j'enregistre tous les événements. Et comme c'est les événements, c'est-à-dire vous enregistrez beaucoup d'événements, ça veut dire que
vous aurez parfois une problématique de big data. Vous avez une grande quantité de données. Là, il dit que donc ici, vous allez choisir peut-être un système de gestion de base de données qui est plus adapté, comme par exemple, je ne sais pas, MongoDB ou Cassandra ou autre, mais également, dans la majorité des cas, un SGBD Oracle ou bien PostgreSQL ou MySQL peuvent s'en suffit pour jouer le rôle de Event. Et dans la partie lecture, je ne suis pas obligé. Pour le service qui s'occupe de la partie moteur de recherche, dans la partie lecture, je vais utiliser Elasticsearch. Dans le service qui permet, par exemple, de gérer la facturation, je vais stocker les factures carrément en format NoSQL, c'est-à-dire avec MongoDB. Dans le service, donc ça veut dire que maintenant, chaque service, vous faites la base de données la plus appropriée pour l'état de l'application. Tout à fait normal, ces bases de données vont être synchronisées via ce Event Pass. Alors, l'autre avantage, c'est faciliter la séparation des aspects de lecture et d'écriture, c'est ce que je disais. La logique métier des opérations d'écriture et la logique de lecture, on peut les séparer. Et après, faciliter la séparation des deux modèles, l'écriture et la lecture. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour l'écriture, j'utilise un modèle relationnel, une base de données relationnelle. Mais pour la partie lecture, je vais utiliser une base de données, par exemple, NoSQL. Je peux utiliser donc une autre base de données différente, de façon, parce que ce qui m'intéresse, c'est les performances. Je vais choisir le SGBD et je vais choisir stocker les données dans une projection de façon à ce que mon application, dès qu'il y a un client qui envoie une requête, je lui réponds rapidement. Alors, si vous utilisez ce mécanisme-là, vous avez là pour chaque microservice choisir la structure de données et la projection et le modèle que vous voulez pour pouvoir stocker les données. Pour la partie lecture et pour la partie écriture. Voilà les concepts. C'est un peu beaucoup de concepts, mais en résumé, donc juste avant de passer à l'étape suivante, parce que l'étape suivante, maintenant, on va implémenter. C'est vrai, avec l'implémentation, je vais encore reparler de tout ce que je viens de vous dire, et vous allez voir qu'avec l'implémentation, de comprendre ces différentes parties. Alors, pour pouvoir implémenter donc, les deux patterns Event Sourcing et CQRS, alors, vous pouvez le faire, vous pouvez l'implémenter vous-même. Il suffit d'un broker Kafka, par exemple, qui va jouer le rôle de Event Store. En fait, Kafka, c'est un broker qui est très, très, très important. Donc, également le rôle de Event Pass, c'est-à-dire un bus d'événements pour publier les événements. Et après, vous pouvez l'implémenter de votre manière. Mais sauf que, bien sûr, quand vous implémentez le Event Sourcing CQRS, donc, c'est-à-dire from scratch, si vous voulez, honnêtement, ça nécessite d'avoir un peu un recul parce qu'il y a des problèmes de consistance de données, il y a pas mal de choses de synchronisation entre la modification et c'est-à-dire les effets de bord. Donc, si vous n'avez pas de recul, c'est très difficile de le faire. Mais par contre, c'est là où vous avez besoin d'utiliser un framework qui vous facilite la vie. Alors, l'un des frameworks qui sont très, très connus dans ce domaine, il y a Axon Framework. Axon Framework, c'est un framework qui est basé sur Spring et qui permet justement, donc d'implémenter en fait ces deux patterns Event Sourcing et CQRS. Et on va voir que c'est plus simple de mettre en place c'est-à-dire cette architecture-là. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors ici, donc, je parle juste de, globalement, Axon, qu'est-ce qu'il permet. Il y a la partie UI, il y a les commandes, handlers. C'est un peu la même architecture que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, il est dans le support. Donc, je ne vais pas vous reparler de la même chose maintenant. Vous avez l'architecture, elle est la même que celle que j'ai décrite tout à l'heure. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'implémenter tout ça à travers un exemple d'application.